Merci beaucoup. J'ai plus rien à dire, tout a été dit, donc je vais vous laisser. Donc, c'est très bien parce qu'il y a eu un petit rappel historique, politique de pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Donc maintenant, ça va me permettre de rentrer directement dans la pratique et d'essayer d'être pragmatique avec vous. Le point central, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est l'échange automatique de données bancaires qui va rentrer en application à compter de septembre 2021 au Maroc. Ça va consister en quoi, précisément? Eh bien, vous êtes résident fiscal au Maroc, que vous soyez marocain ou étranger ou binational, et il s'avère que vous avez un compte en Suisse. Probablement, peut-être en janvier 2022, ça commencera probablement à cette date-là, le temps que toutes les administrations se coordonnent, etc. Le banquier suisse va voir votre compte, va voir votre nom, va d'abord s'assurer que vous êtes bien un résident fiscal au Maroc. Et pour cela, donc, il a déjà commencé à faire toute une étape préparatoire depuis 1 à 2 ans, voire un peu plus. C'est-à-dire qu'il s'assure que vous êtes bien un résident fiscal au Maroc. Donc généralement, on vous demande un certain nombre de justificatifs, mais on vous demande de plus en plus maintenant des identifiants fiscaux. Qui justifie que vous êtes identifié fiscalement dans votre pays de résidence et potentiellement on vous demande un certain nombre d'éléments. Parfait. Lorsqu'on a identifié que vous étiez bien résident fiscaux au Maroc, votre banquier prend un certain nombre d'informations, donc nom, prénom, adresse, date de naissance, etc., prend le solde bancaire de votre compte au 1er janvier, prend l'ensemble des revenus de type financier qui ont pu être logés sur ce compte bancaire, donc plus-value, dividendes, intérêts, etc., etc., le met sous forme il le crypte et il le transfère, donc le banquier suisse le transfère au fisc suisse. Ça arrive chez le fisc suisse regarde, il dit ça c'est des résidents au Maroc, ok, il appuie sur un bouton, boum, ça part la DGI à Rabat. Et là, la DGI à Rabat regarde et se dit, tiens, voilà, monsieur Frédéric Elbar, il a un compte bancaire en Suisse, bon, très bien. Tiens, est-ce qu'il a fait une déclaration de revenus? Et là, il commence un premier match. Et si effectivement, par exemple, il tombe sur monsieur X, qui est par exemple marocain, il va se dire, tiens, alors bon, je vais peut-être aussi transmettre le dossier à l'office d'échange. Et reboum. Donc, voilà comment les choses vont se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des gens, donc personnes physiques, qui ont des comptes bancaires, par exemple en Suisse, puisqu'on est avec la Chambre de commerce suisse, qui ont des comptes bancaires en Suisse, mais des fois, certains ne l'ont pas directement. Certains, il y a quelques années de ça, conseillés par les avocats d'affaires, les banquiers d'affaires, etc., ont eu l'intelligence de mettre ces comptes au nom de personnes morales. Par exemple, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, les BVI, les British Virgin Islands, c'est-à-dire que vous demandez à une sorte de notaire-avocat dans Jersey à Guernesey de vous signer un bout de papier comme quoi il y a une société. Potentiellement, il vous met un dirigeant et un associé, qui sont des prête-noms, qui sont ses secrétaires, par exemple, tout simplement. Et vous avez une société, par exemple des British Virgin Islands, ou du Panama, ou de ce que vous voulez, qui est titulaire d'un compte bancaire en Suisse. Mais en fait, qui c'est le vrai titulaire? C'est vous. Vous êtes l'ultimate beneficial owner. Vous êtes le bénéficiaire économique. Et donc, bien évidemment, c'est vous qui avez accès sur le compte bancaire. Donc ça, bien évidemment, c'est prévu dans ce qu'on appelle le CRS, Common Reporting Standard, où la déclaration commune, je ne sais plus comment, enfin en français, c'est pas très grave, mais c'est l'échange automatique de données bancaires, c'est prévu. C'est-à-dire qu'on reconnaît, les banquiers doivent reconnaître les sociétés dites passives. C'est quoi une société passive, à la différence d'une société active? Par exemple, si vous avez une société ici, vous en avez un certain nombre, vous avez des vraies sociétés commerciales, qui font du business, elles ont des actifs industriels ou autres, ça c'est des sociétés actives. C'est quoi la société passive au sens du CRS? Une société passive, c'est une société dont au moins 50% de l'actif est un actif de type financier et 50% des revenus, au moins, sont des revenus dits passifs, c'est-à-dire c'est des intérêts bancaires, c'est des intérêts obligataires, etc. Donc les gars qui s'étaient mis sous la BVI ou ce type de société diverses et variées vont naturellement être repérés.
Et donc, on va aller chercher le bénéficiaire économique de la société, on va voir qu'il est résident au Maroc, et on va envoyer des informations au Maroc. Ceux qui auront monté des montages plus élaborés, les trusts en l'occurrence, eh bien, ça va être la même punition. On va aller chercher qui contrôle le trust. On va aller chercher le bénéficiaire économique, et on va donner l'information. Et je peux vous dire, et nos amis banquiers seront là certainement pour le confirmer, que les banques jouent le jeu. Et elles ont intérêt à jouer le jeu. Parce que sinon, ça va leur coûter très cher. Ça va leur coûter cher au niveau des pays dans lesquels elles sont, au niveau de la réglementation, au niveau des amendes, et même au niveau des personnes qui sont en charge, c'est-à-dire les banquiers eux-mêmes, n'est-ce pas? Parce qu'ils seront complices de fraude fiscale s'ils ne font pas leur boulot. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que maintenant, il devient souvent extrêmement... Il vaut mieux braquer une banque que lui apporter de l'argent. Parce que quand vous allez braquer une banque, ils ont des instructions. Ils vous disent surtout vous lui donnez l'argent, c'est plus important. Donc voilà. Mais quand vous venez apporter de l'argent, maintenant ils ont tendance à appuyer directement sur le bouton. Ils préviennent par exemple Tracfin, des organismes qui sont là pour suivre l'argent. Et ils ont des quotas. C'est-à-dire que la banque qui veut se montrer très bien vis-à-vis de Tracfin en disant ouais, moi j'ai tout bien fait monsieur, ils balancent des gens. Rien que pour le fun. Pourquoi je vous dis tout ça? Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Donc, pas chez Swissquote. Mais bien sûr, pas chez Swissquote, c'est évident. Et donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que si vous voulez essayer de passer à travers les mailles du filet, ça me semble compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a déjà deux types de population au Maroc. On a les étrangers et on a les Marocains. Les Marocains, en 2014, ont eu la possibilité de faire la contribution libératoire. C'est-à-dire, je déclare mes actifs à l'étranger. Les gars, j'ai un portefeuille en Suisse, je paye 10% sur la valeur d'origine, ça y est, c'est connu, je suis tranquille. Sauf qu'en 2014, personne ne savait qu'il allait avoir le CRS, l'échange automatique de données bancaires. Donc il y en a un certain nombre qui ont dit « Ouais, moi je ne le fais pas, je ne serai pas repéré, j'ai des trusts, j'ai des BVI, etc. De toute façon, ils ne trouveront pas. » Bien. Et puis depuis, en l'occurrence vers 2016, on a compris qu'il allait avoir un échange automatique de données bancaires. Et là, vous avez un certain nombre de Marocains, et j'inclus naturellement les binationaux, un certain nombre de Marocains qui se sont dit « Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire ?» Parce que le jour où l'office d'échange vous tombe dessus, ce sont des gens très sympas. Ils négocient tout de suite. Et d'ailleurs, ils sont prêts à la négociation, comme la plupart des administrations fiscales ou de change au Maroc. On vous dit « Monsieur, on ne va pas vous taper sur la tête. On va s'asseoir, on va boire le thé tranquillement et on va discuter. » Et donc l'office d'échange va vous dire, monsieur, vous savez, nous, le montant de l'amende, chez nous, office d'échange, il est discrétionnaire. On met le montant qu'on veut. Maintenant, vous ne jouez pas le jeu avec nous, vous ne voulez pas négocier, il n'y a pas de souci. On transfère ça aux douanes, vous allez vous trouver devant le tribunal, okay, pour une infraction douanière, et c'est 6 fois le montant de la somme détournée, donc 6 fois votre portefeuille. Donc, généralement, vous n'y allez pas au tribunal, vous voyez ce que je veux dire? Vous dites, non, mais on va boire le thé, tranquille. Et là, on discute. Normalement, la contribution libératoire, c'était 10%. Si vous le faites d'une manière spontanée, c'est-à-dire, par exemple, avant 2020, puisque 2020, il va y avoir une nouvelle contribution libératoire. Si vous le faites de manière spontanée, vous allez les voir. Vous pouvez négocier à 15, peut-être, à 20, parce que vraiment, il y a beaucoup, mais vous arrivez, parce que ces gens-là veulent que les choses se passent bien, surtout si vous venez de manière spontanée. Mais s'ils vous retrouvent assez rapidement, ils vont commencer à 30%. Hein. Ah, il va falloir descendre, quoi. Il va falloir boire beaucoup de thé pendant la négo pour pouvoir descendre. Hein. Donc ça peut être 30% quand même du portefeuille. Hein. Donc, les Marocains qui ont fait la contribution libératoire en 2014, là maintenant, ils ont compris qu'il allait y avoir un transfert automatique de données bancaires, et le Maroc qui l'a fait un peu contraint et forcé, hein, et leur a permis maintenant, cette année, un bis repetita, c'est-à-dire de nouveau, il y a une contribution libératoire pour les Marocains qui va s'ouvrir du 1er janvier, je crois, je ne sais plus la date, le 30 septembre, c'est pas toute l'année. Je confonds parce qu'il y a plein d'amnisties cette année. Donc, 5. Oui, 5 amnisties, voilà. Donc, 6, bon, allez. Qui était mieux. Qui était mieux. Voilà. Donc, il y a la contribution libératoire qui va s'ouvrir à compter du 1er janvier, déjà pour les Marocains. Cette contribution libératoire est exactement la même qu'il y avait en 2014, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous déclarez, vous serez amnistié aussi bien au niveau d'échange que de l'aspect fiscal. Parfait. Quid des étrangers?
Les étrangers, eux, en 2018, il y a eu l'amnistie fiscale pour les étrangers. Mais ils savaient déjà qu'il y avait le CRS. Là, il n'y a pas d'amnistie fiscale pour les étrangers, à partir de cette année. Bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement avec cet échange automatique de données bancaires? Moi, dans mon cabinet, souvent, je considère que j'ai deux types de clients. J'ai les dormeurs et j'ai les sportifs. Les dormeurs, c'est le bon père de famille qui veut dormir tranquille. Okay, donc il fait sa déclaration, etc. Et puis vous avez les sportifs. Le gars, non, mais moi je vais dire à la banque que je suis résident au Portugal, d'ailleurs j'ai un copain, il va prendre une carte bancaire, il va l'utiliser au Portugal à mon nom, comme ça je ferai croire que j'ai des dépenses, etc. Et tout. C'est James Bond, le gars. Moi aussi j'aimerais bien James Bond, surtout pour le James Bond girl. Et, bon. Et donc, James Bond, ok. Vous pouvez jouer à James Bond si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre patrimoine et c'est votre vie. Donc, si vous voulez vous déclarer, et que vous êtes effectivement là en train de vous dire « Oui, j'ai un compte bancaire à l'étranger, je ne l'ai jamais déclaré, qu'est-ce que je fais ?» Si vous êtes marocain, je vous engage à faire la contribution libératoire qui est mise en place. Ça va vous coûter 10% sur la valeur historique du portefeuille, je reste sur des actifs financiers uniquement puisqu'on est sur la banque, etc. Ça va vous coûter 10% de la valeur historique du portefeuille. En fait, la valeur historique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on va prendre le relevé du portefeuille, on va voir la dernière action que vous l'avez achetée, par exemple, il y a 3 ans, elle coûtait 100, maintenant elle vaut 150, on va le prendre à la valeur 100. Je n'ai pas remonté il y a 25 ans en arrière avec toutes les... C'est impossible. Donc vous prenez le portefeuille, vous avez une action que vous avez achetée en 2016, maintenant elle vaut 40% de plus, vous ne prenez pas cette valeur-là, vous la prenez à la valeur d'origine. Là-dessus, vous payez 10%, contribution libératoire. Vous avez un compte courant. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de rapatrier le liquide, les liquidités. Je vous rappelle que comme pour la contribution en 2014, on va rapatrier 25% de ces liquidités en dirhams, dans un compte en dirhams, ça ne bougera plus, ça sera des dirhams, ça y est, c'est fini, et 75% en dirhams convertibles, qui pourront repartir le lendemain. Ne me demandez pas pourquoi ils l'ont fait. Ça, c'est pour les Marocains seulement. Oui, c'est pour les Marocains seulement. Je parle de la contribution libératoire destinée aux Marocains, puisque les Marocains sont imposés sur leur patrimoine à l'étranger. Je viendrai après sur les étrangers. Voilà. Donc, la contribution libératoire là-dessus, c'est donc sur la part d'IRAM, donc les 25% de mon compte en liquide, je vais payer une contribution libératoire de 2%. Sur la somme qui arrive, que je veux loger, maintenant si je veux, je mets tout en dirham. Rares sont ceux qui le font. Je mets 75% en dirhams convertibles ou en devises, et là je vais payer 5%. D'accord ? Ce compte que j'ai pris mes liquidités, je les ai mises dans le compte bancaire en dirhams convertibles ou en devises, j'ai la possibilité tout de suite après de le ressortir et je fais ce que je veux avec à l'étranger. Je peux faire de nouveaux déplacements, je peux le dépenser, je peux aller au resto, je fais ce que je veux, et même la banque ici va me donner une carte bancaire internationale. Et vous pouvez, à partir de ce compte-là, en dirham convertible, alimenter les comptes de Swissquote. N'est-ce pas? Bien évidemment. Alors, voilà ce qu'on a sur la contribution libératoire pour les Marocains. Maintenant, quid des étrangers? Les étrangers, il n'y a plus l'amnistie fiscale pour les étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, quels sont les risques? Pour les étrangers, en fin de compte, ils ne sont pas imposés sur leur patrimoine à l'étranger comme les Marocains. Ils ne sont imposés que sur leurs revenus. Revenus d'obligation, les intérêts, les plus-values réalisées, etc. Grosso modo, c'est quoi l'imposition? Quand vous percevez des revenus obligataires ou des dividendes d'actions, etc., vous êtes imposé au Maroc à 15%. Si vous faites une plus-value, vous avez cédé des actions que vous aviez à l'étranger, vous avez fait une plus-value, vous payez 20% sur la plus-value. Bien. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Le fisc marocain va avoir connaissance de vos comptes bancaires, de votre portefeuille, il va regarder, il va voir que vous n'avez pas fait de déclaration de revenus de plus-value, vous n'avez pas payé d'impôt dessus, et il va prendre toutes les années non prescrites, comme on dit fiscalement. C'est quoi les années non prescrites? En fait, il y a eu 2 prescriptions au Maroc, et ça a changé au 1er janvier 2016. Jusqu'au 1er janvier 2016, la prescription fiscale, c'est-à-dire les années sur lesquelles le fisc pouvait remonter en arrière pour vous contrôler, c'était 4 ans. À partir de 2016, c'était 10 ans. Imaginons que le fisc marocain vienne vous chercher en 2020. Ah oui, ça y est, etc. Jusqu'où ils vont pouvoir remonter? 2019, 2018, 2017, 2016.
et il voudrait aller plus loin. Or, ce n'est pas possible d'aller plus loin parce que quand on était un contribuable en 2015, la législation qui nous était applicable était une législation qui était applicable uniquement sur 4 ans. Donc moi, en 2015, en tant que contribuable, la loi qui s'appliquait pour moi, c'était 4 ans. Donc 4 ans, 2016, 2017, 2018, 2019, s'ils arrivent en 2020, ils sont fichus pour 2015. Donc, imaginons que vous vous dites, bon, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais faire avec ce portefeuille bancaire en Suisse? Moi, je vis au Maroc, je suis plutôt un dormeur plutôt que James Bond, qu'est-ce que je fais? J'ai pas l'amnistie fiscale, je déclare pas, j'attends qu'il me tombe dessus, je quitte le Maroc à toute vitesse, qu'est-ce que je fais? Je décide de rester au Maroc, je décide d'être un bon père de famille, je décide de dormir. Et donc, eh bien, je proposerai de faire la déclaration. De faire la déclaration, là, au 31 mars 2020. Il y a 2 déclarations au Maroc, la déclaration générale de revenus, celle qui doit être faite au 28 février, et celle des revenus et profits de capitaux mobiliers, notamment de sources étrangères, au 31 mars. Je fais ma déclaration au 31 mars. Ouais, bonjour, l'année dernière, j'ai touché X de revenus, j'ai fait tant de plus-value. Je rappelle en termes de plus-value qu'on peut imputer les moins-values de la même année, et c'est tout ce qu'on peut imputer. On ne peut pas imputer les multiples droits de garde, droits administratifs, droits de gestion, droits de transaction que les banquiers suisses généralement vous imposent. Donc on ne peut imputer que les moins-values sur les plus-values, et je déclare et je paye mon impôt. La déclaration de revenus part au fisc marocain, et là le fisc marocain s'étonne, peut-être, ou peut-être qu'il va la laisser passer, mais il peut peut-être s'étonner en disant, mais d'où il sort lui? Bon, cette année, il déclare, ça fait combien de temps qu'il vit au Maroc? Ça fait 20 ans qu'il vit au Maroc, son portefeuille, il a X années. Tiens, je vais aller le contrôler et je vais faire une vérification fiscale sur lui au titre des années précédentes. Si vous faites donc cette déclaration en 2020, vous l'aurez fait donc pour 2019, donc vous allez payer les impôts 2019, lui, jusqu'où il va pouvoir remonter? Si vous avez bien noté, si vous avez bien suivi, vous savez jusqu'à quand il peut remonter maintenant. Il va remonter 2018, 2017, 2016. 2015, vous êtes out. Il va remonter sur 3 ans. Donc ce que vous allez faire, pour ceux qui bien évidemment n'auraient pas déclaré et auraient des millions planqués en Suisse, ce que vous allez faire en rentrant ce week-end, c'est que vous allez prendre votre calculette et vous allez calculer combien vous avez eu de revenus et de plus-value en 2016, en 2017 et en 2018. Là-dessus, vous allez calculer sur les dividendes et les intérêts 15%. Et sur les plus-values, 20%. Là-dessus, vous allez majorer cet impôt. Donc, je vais prendre par exemple la plus-value. J'ai réalisé une plus-value de 100. Je dois payer un impôt de 20. Donc, ça, c'est 20. Ok, déjà, je sais que j'ai 20 à payer. Là-dessus, je vais prendre au moins 35% de majoration dans la figure. Et je vais prendre 6% par an. Ok? Donc, assez rapidement, on va monter à 35, 40%, peut-être, grosso modo, sur les 100 qu'on devait payer. Il faut calculer. Et vous savez que potentiellement, vous aurez peut-être la possibilité de négocier, je vous rappelle la possibilité de négociation, avec le fisc marocain pour essayer de réduire le montant des pénalités. Donc peut-être que vous allez gagner un petit chouïa là-dessus. Mais au moins, vous allez quantifier votre risque. Vous allez vous dire, voilà, en 2016, j'aurais dû payer ça, en 2017, j'aurais dû payer ça, en 2018, j'aurais dû payer ça, ça fait tant. Je paye en 2019, peut-être qu'ils vont venir, peut-être qu'ils ne vont pas venir, j'ai provisionné, j'ai mis le cash avec moi, ils viennent, je paye, mais voilà, après je suis tranquille. Voilà. Donc ça, ce sont les 2 amnisties qui sont, je crois que j'ai bientôt fini mon temps de parole. Donc c'était les 2 amnisties, enfin il y a une seule amnistie, c'est la contribution libératoire, effectivement, qui est prévue pour les Marocains. Donc je vous engage à le faire, et pour les étrangers, je vous engage plutôt à avoir cette approche-là telle que je voulais décliner. Maintenant, si vous ne souhaitez pas le faire, probablement vous risquez effectivement d'être attrapé par la patrouille, comme on dit dans notre jargon. Comment ça va se passer très concrètement? Franchement, je n'en sais rien. Déjà, il va falloir que les ordinateurs de la DGI se mettent aux normes avec l'ensemble des ordinateurs, machin, etc.
ils vont recevoir des informations. Sur cette base-là, ils vont faire des choix. Moi, déjà, assez rapidement, s'ils me demandaient mon avis, je mettrais des algorithmes dans les ordinateurs. déjà, dès que ça dépasse 500 000 euros, allez, boum, on balance chez les VIP. Et vous faites partie des VIP à la DGI. Et potentiellement, je mettrai un deuxième algorithme, c'est ceux qui n'ont pas fait les déclarations de revenus. Bim bam. Et puis, voir un troisième algorithme, ceux qui n'ont pas d'identifiants fiscaux. Tiens, comme Maroc, il n'a pas d'identifiants fiscaux. Sachant qu'au Maroc, on peut ne pas avoir d'identifiants fiscaux tout en payant ses impôts lorsqu'on est soumis uniquement à des retenues à la source, type salaire ou type dividende. Donc, voilà. Donc, ça, probablement, c'est l'approche qui risque de se passer. Les combines ou les combinations, ça, c'est James Bond qui joue avec. Il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, il y a des James Bond et qui essayent de faire croire, par exemple, aux banquiers suisses qui sont résidents au Portugal pour leur portefeuille, tout en étant résidents fiscaux au Maroc. Je dis ça, je dis rien. Les banquiers, s'ils ont le moindre début d'un soupçon, et vous savez, ces gens-là deviennent de plus en plus frileux, s'ils ont le moindre début d'un soupçon, on ne va pas se poser la question. Ils ont l'obligation de donner l'information à toutes les juridictions qui sont susceptibles de recouvrer le contribuable. Donc par exemple, le gars, il a un passeport français, il prétend qu'il vit au Portugal, ils envoient au Portugal en France. Et ils ne se posent même pas la question. Et vous inquiétez pas, ils ne les appellent pas pour vous dire, vous savez, etc. Ils s'en fichent complètement. Comme le disait Samy tout à l'heure, il y a des gens qui ont reçu, ça fait 20-30 ans qu'ils travaillent avec leurs banquiers suisses et leurs grands potes, etc. Ils ont reçu récemment, pour des 12, 18, 24 derniers mois, des courriers en recommandé avec accusé de réception à leur adresse marocaine. Eux qui, pendant 20-30 ans, leur disaient « Surtout, vous m'envoyez rien au Maroc hein !» En recommandé avec accusé de réception, les gars, monsieur, vous avez 3 mois pour sortir de notre banque. Le gars, il a 3-4 millions d'euros, et maintenant, il faut qu'il tourne pour trouver une banque. Voilà. Donc, je vous engage surtout à une chose. Vous avez un risque fiscal, etc. Vous pouvez le prendre, vous pouvez l'assumer, vous pouvez le payer, c'est une chose. Mais ça va être très difficile, dans le monde d'aujourd'hui, de ne pas avoir d'identifiant fiscal. Imaginons, vous avez un compte bancaire en Suisse. Pour des raisons X ou Y, vous décidez de ne pas le déclarer. Et vous voulez, un jour, employer cet argent, par exemple, pour acheter un petit appartement à Paris ou à Marbella, où vous voulez. Et vous transférez l'argent du compte suisse vers le compte étranger. Là, le compte étranger vous dit, monsieur, vous avez un identifiant fiscal? Origine des revenus? Vous avez fait une déclaration sur ces revenus dans votre pays de résidence, etc. Ah non, monsieur. Et là, vous ne pourrez plus utiliser votre argent. Ça, c'est pour moi le point le plus important et le plus critique, certainement. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup.